Salomé avait emménagé dans mon immeuble au tout début de l'été avec ses parents et sa petite sœur. Ils s'étaient installés dans l'appartement juste au-dessus de chez nous. J'avais tout de suite remarqué qu'elle portait l'étoile jaune. Nous étions en juin 1942 et depuis 3 ans déjà, c'était la guerre. Je lui ai adressé la parole pour la première fois, dans la petite cour en bas de l'immeuble. Elle était vêtue d'une robe rouge à col blanc et elle dessinait. Quand je me suis approchée d'elle, elle n'a pas relevé la tête. Son front faisait de petits plis et ses yeux fixaient intensément une plante verte. J'ai pensé que j'avais quand même plus d'intérêt qu'une plante et j'ai crié « Salut !» Elle a repoussé une mèche de cheveux et a plongé ses yeux noirs dans les miens. On aurait dit qu'elle sortait d'un rêve. Puis, elle m'a souri et son visage s'est éclairé. Mon cœur a battu très fort. Cette fille avait des aimants dans les yeux. Mes jambes se sont mises à trembler et, comme je ne savais vraiment pas quoi dire, j'ai lancé. Je m'appelle Gabrielle, et toi ? C'était vraiment banal comme entrée en matière. Mais c'est tout ce que j'avais trouvé. Je m'appelle Salomé. Je vois que tu portes le dernier accessoire à la mode. Toi aussi. Elle a touché l'étoile jaune, cousue sur ma veste. Puis elle a secoué la tête et refermé brusquement son carnet. Excuse-moi, mais je dois rentrer pour m'occuper de ma sœur. Elle s'est levée et un petit chien roux caché sous le banc l'a suivie. Allez, viens, Roxy. On était les seuls enfants de tout l'immeuble. Je me disais que forcément on se reverrait. Depuis que Monsieur Jean, le directeur de mon école, avait été arrêté en pleine journée, sous nos yeux, je ne sortais plus de la maison. Mes parents me l'avaient interdit et j'obéissais sans discuter. De toute façon, j'avais bien trop peur de croiser les soldats allemands. Ils étaient partout, à tous les coins de rue, prêts à sauter sur n'importe qui. Enfin, surtout les Juifs, avec leurs grandes bottes noires, bien cirées, qui claquaient comme des fouets, leurs couacs garmés et leurs mots cinglants. Ils me terrorisaient. Leur chef s'appelait Hitler et il détestait les Juifs. C'est pour ça qu'on portait l'étoile jaune. Pour que tout le monde nous voie, les soldats allemands avaient emmené Monsieur Jean, juste parce qu'il était juif. C'était le meilleur directeur du monde. Il l'avait frappé au visage et au ventre, avant de le jeter dans un camion comme un sac poubelle. Sous leur uniforme bien propre, en vérité, c'était des monstres. Souvent, je les observais, dissimulés derrière le rideau de la fenêtre du salon. Le reste du temps, je passais mes journées assis dans l'escalier, à attendre. J'attendais que le temps passe, que la guerre s'arrête pour toujours. Parfois, je croisais les gens de l'immeuble. Nous échangions de petits saluts rapides. Seul le voisin du deuxième me faisait peur. Je trouvais qu'il me regardait bizarrement. Une fois, il avait fixé mon étoile jaune. Puis, il avait secoué la tête. Et il était rentré chez lui, sans rien dire. Je savais qu'on pouvait être dénoncé. Et ça me filait des frissons. Depuis que Salomé occupait l'appartement au-dessus du mien, je ne pensais plus qu'à elle. Je guettais le bruit de ses pas, j'écoutais le son étouffé de sa voix, j'attendais qu'elle sorte de chez elle. Je me disais que c'était trop bête de rester chacun de son côté, qu'ensemble, on pourrait oublier un peu la guerre des grands. Je l'avais croisée une autre fois. Elle m'avait expliqué qu'elle gardait sa petite sœur pendant que ses parents travaillaient. Son père était médecin et sa mère l'aidait pour faire les papiers. C'est à ce moment-là que je suis tombée amoureuse. Le matin au réveil, je voyais le visage de Salomé. Le soir, en m'endormant, je voyais encore son visage. Et dans mes rêves, je voyais toujours son visage.
Il n'y a qu'en vrai que je ne la vois pas. Salomé, c'est comme un fantôme qui loge dans mon cœur. Un jour, son chien s'est échappé par la porte entrouverte. Je crois qu'il en avait marre d'être enfermé. Il a bondi dans la rue et s'est mis à courir comme un fou. J'ai foncé derrière lui sans penser à rien. Surtout pas à Monsieur Jean ni au croix gammé. C'était le chien de Salomé et il valait tout l'or du monde. Dehors, les gens marchaient vite. Je me suis mis à dévaler la rue comme un dératé. Roxy avait pris de l'avance et il se faufilait entre les jambes des passants. Je sentais la sueur couler dans mon dos. Soudain, tout au bout de la rue, il s'est arrêté et il a levé la patte sur la roue d'un vélo. Je l'ai saisi sans attendre qu'il ait fini et j'ai fait demi-tour. J'étais presque arrivé devant l'immeuble quand j'ai senti une main sur mon bras. Pourquoi tu cours comme ça, mon garçon? C'était un des monstres. Il me fixait de ses yeux bleus métalliques, serrant sa mitraillette contre sa hanche. Sa bouche se tordait sur les mots. Je tenais Roxy bien fort contre moi. Ma langue était comme un caillou. C'est mon chien. Il s'est sauvé. Le soldat a posé ses yeux sur Roxy. Puis il a tendu la main vers lui et il l'a caressé. Il est très joli. Son regard s'est déplacé vers le ciel, il a souri et il a dit: J'ai un chien en Allemagne. Il s'appelle Brugger. Il lui ressemble. Il m'a poussé d'un geste brusque. Puis, il m'a dit « file ». Mes jambes étaient toutes molles. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour marcher jusqu'à la maison. Salomé m'attendait derrière la porte d'entrée de l'immeuble. Son visage était tout blanc. Elle s'est jetée dans mes bras. Elle a pris Roxy et enfoui son nez dans les poils roux. J'aurais tout donné pour être son chien, pour que moi aussi, elle me serre contre elle comme ça. Merci, Gabriel. Oh, merci. Sa voix tremblait, ses yeux brillaient. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. J'aurais voulu lui dire de rester là, avec moi, de me parler d'elle. Sa voix, c'était comme une caresse. Mais elle m'a dit qu'elle devait rentrer à cause de sa petite sœur. Elle m'a posé un baiser sur ma joue et la porte s'est refermée. Ce soir-là, au dîner, mon père a déclaré: Tu ne peux pas passer tes journées sans rien faire. Tu vas venir avec nous à l'atelier et je t'apprendrai le métier. Mes parents avaient fini par remarquer mon air désœuvré. Parfois, j'avais l'impression d'être un rat prisonnier dans une roue. J'ai haussé les épaules. Ça ou autre chose, je m'en fichais. Puisque Salomé restait enfermée et que la guerre grondait dehors, autant travailler avec mon père. L'atelier de tannerie était à 2 rues de chez nous. Mon père était un maroquinier, reconnu et apprécié. Les sacs, les ceintures, les porte-monnaies qu'il fabriquait étaient achetés par les plus grandes bourgeoises du quartier, qui, jusqu'à maintenant, s'en fichaient bien qu'il soit juif. J'ai commencé par fabriquer un bracelet dans un petit morceau de cuir que j'ai récupéré. Je coupais et je gravais la matière avec facilité. J'aimais son odeur forte et sa douceur sur mes doigts. Le cuir, c'est une passion qui se transmet de père en fils, disait fièrement papa. Et il me donnait une tape dans le dos en souriant. Les sourires de mon père étaient rares. La guerre les avait tous avalés avec sa grande bouche d'ogre. Alors, la plus petite lumière dans ses yeux était comme un trésor. Ma mère aussi travaillait à la tannerie. Elle s'occupait des clients. Elle était douée pour ça. Elle parlait des créations de mon père avec admiration. Il y avait tant d'amour dans ses yeux que les gens repartaient toujours avec quelque chose. Après le bracelet,
j'ai eu l'idée de fabriquer un collier pour Uxie. J'ai choisi un morceau de cuir rouge pour qu'il éclaire son poil roux et terne. Et puis, j'ai gravé son nom dessus. J'ai attaché un petit bouton en bois en guise de fermoir. Et le soir même, je l'ai apporté à Salomé. L'appartement était silencieux. J'ai collé mon oreille contre la porte à l'intérieur. J'ai entendu des voix qui chuchotaient. J'ai frappé doucement. Salomé m'a ouvert. Derrière elle, j'ai aperçu ses parents, assis droits comme des i, sur les chaises de la salle à manger. Leur visage était pâle. J'ai compris qu'ils avaient pleuré. Mon père a perdu son travail, murmura Salomé. Les malades n'ont plus le droit de consulter un médecin juif. Dans mon dos, j'ai caché le petit paquet que j'avais fait pour elle. Tout à coup, il me semble aussi ridicule qu'une goutte d'eau dans l'océan. Tes parents ne t'ont rien dit, demanda Salomé. Je ne comprenais pas. Nos parents ne se connaissaient pas. Comment ils auraient pu m'informer de quoi que ce soit? La voix de Salomé grimpa dans les aigus. Gabriel, réveille-toi! Vous êtes juif, vous aussi. Bientôt ton père ne pourra plus travailler non plus. Ces mots se sont enfoncés dans mon cœur. Ma tête tournait. Les yeux de Salomé étaient 2 poignards tranchants. Je me suis précipitée chez moi. À partir de ce moment-là, notre vie s'était rétrécie, encore un peu plus. On ne sortait plus de l'appartement. On restait ensemble, tous les 3, osant à peine parler. Nos réserves alimentaires diminuaient. Nos tickets de rationnement ne servaient plus à rien. Ils n'étaient plus que des bouts de papier. Heureusement, ma mère avait fait des provisions de pommes de terre. Nous en mangions à tous les repas, en frites, en purée et en soupe. Mais il ne me serait pas venu à l'idée de me plaindre. J'avais le ventre plein, et c'était une sacrée chance. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Salomé. Est-ce qu'ils avaient de quoi manger, eux aussi? Et pour combien de temps? Toute la journée, on regardait par la fenêtre pour voir comment le monde tournait sans nous. Une nuit, on a entendu un camion freiner juste devant notre immeuble. Les bottes des soldats ont frappé le pavé. Leurs voitures ont crié. Effrayé et le souffle court, j'ai couru rejoindre mes parents et je me suis glissée dans leur lit. Je me sentais fragile, tout petit. On a entendu des hurlements. J'ai reconnu la voix de Marguerite, notre voisine d'en face. Son bébé pleurait et ses cris me perçaient les tympans et surtout le cœur. Ma mère s'est mise à sangloter doucement, la tête enfouie dans son oreiller. Mon père nous a pris dans ses bras et nous avons passé le reste de la nuit comme ça, sans parler ni dormir. On était piégés, enfermés. Je pensais que notre vie était un enfer, que ça ne pouvait pas être pire. Pourtant, il me restait une joie, le bruit des pas de Salomé au-dessus de ma tête. Et puis, un matin, très tôt, Madame Ivia, la concierge, a frappé chez nous. Madame Ivia s'occupait des habitants de l'immeuble comme s'ils étaient ses propres enfants. Ses fils étaient partis à la guerre. Chaque jour, elle sortait mettre un cierge à l'église pour qu'ils reviennent vite. Ils raflent les juifs, a-t-elle dit, et ils les mettent dans des trains pour on ne sait où. Hier, ils ont emmené toute la famille Brookman. Il faut vous cacher, tout de suite. C'était comme dans un cauchemar. Le temps s'était arrêté. Mon père regardait Madame Ivia sans bouger. On aurait dit que ses pieds étaient pris dans du ciment. Madame Ivia lui a secoué le bras et l'a entraîné avec elle. Je l'ai suivie, moi aussi. C'était comme dans un cauchemar. Elle a grimpé tout en haut de l'escalier de bois et a désigné le plafond. Vous voyez cette fente?
C'est une trappe qui mène au grenier. Cachez-vous ici, jusqu'à ce que je vienne vous chercher. Puis, elle a attrapé une échelle dans la remise. Prenez des couvertures, de l'eau et de la nourriture, tout ce que vous pourrez, vite! Elle nous a aidés à rassembler quelques affaires. J'ai fait rapidement le tour de ma chambre et j'ai attrapé mon violon. Je n'y avais pas touché depuis longtemps, mais je ne pouvais pas le laisser ici. Je ne voulais pas qu'il soit raflé et jeté dans un train. Je voulais qu'il vive. C'est bizarre, les idées qu'on peut avoir dans ces moments-là. Ma mère a rempli 4 grandes valises. Mon père marchait dans l'appartement avec un air perdu. Nous nous sommes hissés jusqu'au grenier par la grande échelle de Madame Ivia. La pièce était sombre et pas très grande. Une souris affolée a traversé devant nous avant de se glisser dans un trou. Je me suis dit que, maintenant, on était comme elle. Je vais prévenir les Lévis, a chuchoté Madame Ivia. Quand Salomé est apparue en haut de l'échelle, avec son petit chien roux, serré contre elle. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai pensé que c'était le plus beau jour de ma vie. Nos parents ne se connaissaient pas. Ils s'étaient juste croisés et salués dans l'escalier de l'immeuble. Et soudain, nous nous retrouvions réunis pour sauver nos vies. Entre eux, il n'y a pas eu de mots banals, comme les adultes peuvent en échanger en temps de paix. Les Lévis sont apparus sur le seuil du grenier, le visage chiffonné et les traits tirés. Il y avait bien plus que de la peur dans leurs yeux. Mes parents les ont pris dans leurs bras, comme s'ils étaient de la famille. Ils sont restés comme ça un moment, serrés les uns contre les autres. Je crois qu'ils y puisaient tous de la force. Puis mon père a dit « Bienvenue dans notre royaume ». Tout le monde a ri, parce que je crois qu'à cet instant, on en avait bien besoin. Et mon père a proposé qu'on s'organise. Le grenier faisait à peu près 40 mètres carrés. Et il était rempli de malles qu'on a poussées contre les murs. On a enlevé les toiles d'araignée et la poussière à l'aide d'une pelle bricolée avec la couverture d'un livre. À l'aide de grands draps, on a délimité 2 chambres, une par famille. Un petit réduit fermé par une porte en bois servirait des toilettes. Chacun a ouvert ses valises de provisions. Une fois vidées, elles sont devenues tout naturellement le coin cuisine. On s'activait rapidement et en silence, comme s'il fallait vite retrouver notre monde qui venait juste de s'écrouler. Pendant tout ce temps, je regardais Salomé. Elle portait une jupe longue et un chemisier rouge. Ses gestes étaient vifs et décidés. Ses joues étaient roses et ses lèvres brillantes. J'ai eu envie de poser les miennes dessus. Esther, sa petite sœur, a commencé à courir entre les piliers du grenier et Madame Lévy l'a prise aussitôt dans ses bras. Je ne sais pas combien de temps nous allons rester ici, A chuchoté Monsieur Lévy. mais nous devons être prudents et faire le moins de bruit possible. Il y a des appartements habités juste en dessous. Personne ne doit se douter que nous sommes là. Sinon, Il n'a pas eu besoin d'en dire plus. J'ai pensé à Marguerite et à son bébé, à Monsieur Jean, à la famille Brookman. J'ai pensé que les nazis étaient les chasseurs et que nous étions le gibier. Tout en parlant, Monsieur Lévy a fixé Esther d'un air sévère. tu m'entends Esther? Il faut marcher doucement et surtout ne jamais courir. Il ne faut rien faire, tomber, ni rouler. C'est compris? Je veux rentrer à la maison, a pleuré la fillette. J'aurais aimé avoir son âge pour pouvoir pleurer et dire
que je voulais rentrer à la maison, que je voulais ma vie d'avant, insouciant, ma vie d'enfant dans un pays en paix. Bizarrement, le premier soir n'était pas du tout triste. Chaque famille a proposé ce qu'elle avait de meilleur à manger. Les Lévy possédaient quelques produits rares en temps de guerre. Grâce aux frères de Madame Lévy, qui étaient fermiers, on se régalait de pain avec du beurre, du pâté au poulet, d'abricots secs et de cerises à l'eau-de-vie. Nos parents nous ont conseillé d'en boire un peu. Ça réchauffe le cœur, a dit le père de Salomé. Après quelques gorgées, je me suis sentie tout chaud à l'intérieur. Je voyais des papillons sur le mur, des grands papillons de toutes les couleurs qui voletaient entre les poutres du grenier. Je me suis mis à rire doucement, sans pouvoir m'arrêter. Les joues de Salomé étaient rouges coquelicots. Et elle a ri elle aussi. Ses dents et ses deux jolies petites perles qui s'agitaient dans sa bouche. Sa tête brun que balai, comme si elle était détachée de son corps. Et quand elle s'est posée sur mon épaule, je me suis endormie. Le jour m'a réveillée. Je m'étais assoupie juste en dessous de la petite lucarne, la seule qui éclairait notre royaume. Salomé dormait à côté de moi. Nos parents n'avaient pas voulu nous réveiller. Dans le grenier, le sommeil était notre seul moment de liberté. Ma mère s'est approchée de moi à pas de loup et m'a tendu un bol de café froid. À sa tête, j'ai vu qu'elle n'avait pas beaucoup dormi. La petite fête de la veille était un pansement sur une blessure inguérissable. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas blottie contre ma mère. La dernière fois, c'était quand Marguerite et son bébé s'étaient fait prendre. Ce matin, j'en avais envie comme jamais. Pour moi, autant que pour elle. Mais je ne savais plus comment faire avec mon grand corps encombrant. Alors, je me suis contentée de lui sourire. Un petit sourire qui ne prenait pas de place. Madame Ivia nous avait dit d'attendre son signal. Et nous attendions. Nous ne faisions même que ça. Chacun s'occupait à sa façon. Salomé dessinait des personnages dans un petit cahier Caster colorié. Ou parfois, elle lui faisait la classe. Elle avait fabriqué un grand calendrier dans un tissu blanc. Chaque jour, Esther devait écrire le jour et la date. Roxy suivait sa maîtresse partout. Il avait une petite balle en tissu avec laquelle il jouait. Salomé tenait son chien dans ses bras pour qu'il n'aboie pas. Roxy était le seul qu'on ne pouvait pas raisonner. Le seul qui n'avait pas conscience du danger. Avec ses griffes, le premier jour, il avait fait du bruit sur le plancher. Et j'avais eu l'idée de lui emmailloter chaque patte dans une de mes chaussettes. Du coup, il ressemblait à un bébé dans une grenouillère. C'était une des rares choses dans ce grenier qui nous faisait rire. Dès le début, Monsieur Lévy avait prévenu Salomé. Si Roxy aboyait une seule fois, on le mettrait dehors. Salomé avait pleuré. Puis, elle avait dit à son père qu'il n'avait pas de cœur, que si Roxy partait, elle partirait avec lui. Ma mère tricotait de grands cachemires. Mon père, lui, lisait. Il aimait la poésie depuis toujours et il s'accrochait aux mots comme à une bouée de sauvetage. De temps en temps, il déclamait quelques vers à mi-voix avant de replonger dans sa lecture. La mère de Salomé regardait dans le vide. Parfois, son regard se déplaçait lentement vers la petite lucarne, puis revenait sur le mur, comme si elle contemplait un tableau imaginaire.
Elle passait le plus clair de son temps, blottie contre son mari qui lisait une encyclopédie de médecine. Sur la couverture était dessiné un squelette. Souvent la nuit, j'en cauchemardais. Je voyais des squelettes partout. Ils venaient me chercher pour m'emporter dans un pays froid. Dans mes rêves, les squelettes étaient vivants et j'étais mort. Quant à moi, je jouais du violon en silence. Mes doigts couraient sur les cordes pendant des heures, répétant des notes imaginaires. La musique me manquait, la vie me manquait. C'était comme si nous étions dans le ventre d'une mère géante, attendant de naître. Nous étions vivants, mais parfois j'en doutais. Le soir, Salomé venait s'asseoir sur la couverture qui me servait de lit. Assis côte à côte, nous parlions. De nos vies avant la guerre, de l'école, de nos amis. Nous ne parlions que du passé, jamais de l'avenir, comme s'il n'existait pas. La chaleur de son épaule contre la mienne me réconfortait. Mon cœur bondissait quand elle était là tout près. La nuit, parfois, nous entendions des crissements de freins, de voitures dans la rue, suivis de hurlements d'ordre criés en allemand, de cavalcades et souvent de coups de feu qui claquaient. Ça durait plusieurs heures. Éveillés, nous nous regardions en retenant notre souffle, comme si nos cœurs, en battant, faisaient un bruit fracassant. Et puis tout s'arrête. Le calme qui suivait nous terrorisait. Le 22 juillet, nous étions dans le grenier depuis 4 jours déjà, quand Madame Lisa frappa 3 coups contre la trappe. Nous nous sommes levés d'un bond vif et heureux. Roxy a même échappé un petit jappement plein d'espoir. J'ai de mauvaises nouvelles. La Gestapo rafle toutes les familles juives, sans exception. Vous devez rester ici encore un peu. Elle nous a donné 2 bidons d'eau et un petit sac en tissu. Je vous ai porté des pommes et un peu de lait. C'est tout ce que j'ai. Je reviendrai vous donner de l'eau dans 3 jours. Madame Ivia était notre ange gardien. Nous l'avons remerciée en essayant de cacher notre déception. Le encore un peu s'était transformé en longues heures, puis en longues journées. Nos réserves de nourriture s'épuisaient et l'odeur qui s'échappait par la porte des toilettes était insupportable. Un matin, Esther a écrit la date du 28 juillet sur son calendrier. Elle serrait les lèvres en dessinant les chiffres avec application. Puis elle a levé la tête et a annoncé qu'aujourd'hui, elle avait 6 ans. Nous avons décidé de fêter l'événement. Madame Lévy a coupé les pommes en tout petits morceaux et les a plongés dans du lait sucré. Il restait un peu de farine qu'elle a ajouté pour lier le tout. Puis, elle a improvisé un moule dans du carton. Esther faisait semblant de courir et de sauter. Elle avait inventé une manière silencieuse de jouer. Elle mimait la vie avec des gestes très lents. Elle chuchotait des chansons, lançait des balles imaginaires qu'elle rattrapait toujours. Esther était notre petit clown. Et sans elle, la vie dans le grenier aurait pesé bien plus lourd que du plomb. Mes parents ont fait semblant de danser. Salomé de tournoyer. On a bu de l'eau de vie. Elle réchauffait nos gosiers et portait bien son nom. Monsieur Lévy s'est lancé dans une série d'histoires médicales drôles qui nous ont donné le fou rire. Mais c'était très dur de rire en silence. Salomé s'est serrée contre moi et sa main a touché timidement la mienne. Je l'ai embrassée
sur la joue d'abord. Mes lèvres ont glissé sur ses yeux fermés, se sont promenées sur son nez et ont plongé dans sa bouche. Mon premier baiser à l'eau de vie. Cette nuit-là, j'ai rêvé que je marchais au milieu des nuages. Le lendemain matin, ma mère était malade. Elle vomissait sans pouvoir s'arrêter. Monsieur Lévy l'a examiné, puis il a souri. Vous n'êtes pas malade, Madame Dakis. Vous attendez un bébé. Soudain, le plancher du grenier s'est ouvert sous mes pieds. La guerre avait disparu. La peur, l'attente, la souffrance et les privations envolées. J'allais être grand frère. Normalement, ma mère ne pouvait plus avoir d'enfant. Ce bébé, c'était un miracle. Mon père s'est approché de ma mère et l'a serrée timidement contre lui, comme si un geste brusque pouvait la casser. Puis, ça a été les accolades, les félicitations, les embrassades. Nos bouches souriaient, mais nos yeux restaient gras. Dans toutes les têtes, la guerre dansait, comme un fantôme. Le soir du 30 juillet, alors que nous venions de finir notre repas frugal, on a entendu des pas dans l'escalier. Soudain, les chaleurs heurtaient la trappe et une voix a chuchoté. C'est Madame Evia qui m'envoie. Ouvrez-moi, je vous en supplie. Nous nous sommes regardés, sans rien dire. C'était peut-être un piège. Je m'imaginais déjà rué de coups et jeté à l'arrière d'un camion, comme Monsieur Jean. La voix a répété. S'il vous plaît, ouvrez-moi. C'est Sacha Brookman. Aussitôt, mon père a soulevé la trappe et Sacha est apparu. J'ai mis la main sur ma bouche pour ne pas crier. Le garçon qui était devant nous n'avait plus rien à voir avec mon souvenir. Son visage était très maigre et ses yeux étaient si creux qu'on aurait dit 2 trous. Il boitait. Mon père l'a aidé à se hisser jusqu'au grenier. Il ressemblait à une brindille. Il a fixé le plancher et il a murmuré. Mes parents, mon petit frère et moi, ils nous ont arrêtés. Ils ont tout cassé dans l'appartement. Ils ont volé nos bijoux et posé nos photos. Et puis ils nous ont emmenés dans un hangar. On était des centaines, on portait presque tous les toiles jaunes. Il a étouffé un sanglot. Les nazis, vous savez qu'ils nous parquent dans les trains comme des animaux. Ils nous emmènent loin, dans des camps de travail. Le travail est dur, si dur qu'il paraît qu'on meurt. Moi, j'ai sauté du train juste avant qu'ils ne referment les portes. Et j'ai couru sans me retourner. J'ai entendu des coups de feu et j'ai couru encore plus vite. Je me suis cachée dans les égouts. Pendant 1 semaine, je croyais que j'étais mort. Sacha ne pleurait pas. Je crois qu'il n'avait plus de larmes. Ses habits étaient noirs et déchirés. Il sentait vraiment mauvais. Monsieur Lévy lui a tendu un pantalon et une chemise. Nous nous sommes retournés pendant qu'il se changeait. Puis Monsieur Lévy a balancé les vêtements sales par la lucarne. C'est là que nous jetions tous nos déchets dans un renforcement du toit pour qu'on ne puisse pas les voir depuis la rue. Ce soir-là, Sacha a rejoint la grande famille du grenier. C'est au début du mois d'août que les choses ont encore empiré. La chaleur est devenue insoutenable. Elle collait au toit de notre grenier et le plus petit mouvement nous mettait en nage. Esther ne jouait plus aux billes. Elle ne dansait plus, ne faisait plus de marionnettes avec ses mains. Elle restait allongée sur le sol à regarder le soleil se déplacer par la petite fenêtre. Nous parlions peu. Il y a des moments où les mots sont de trop. Madame Evia n'était pas revenue, comme promis, et nous n'espérions plus son retour. Nous pensions qu'elle avait été arrêtée. Il ne restait que 2 bidons d'eau
que nous économisions en les buvant au compte-gouttes. 2 cuillères à café par jour et par personne. 3 pour ma mère à cause du bébé. Quant à la nourriture, elle se limitait à quelques abricots secs. Mon cœur se serrait chaque fois que j'imaginais Madame Evia parquée dans un train comme un animal. Salomé et moi passions des heures à nous regarder sans nous toucher. Ses yeux noirs et profonds étaient 2 phares dans la nuit. Le 6 août au matin, nous avons été réveillés en sursaut par les cris de Roxy. Il sautait en l'air, comme s'il était devenu fou. Salomé l'a serré contre elle en le caressant pour essayer de le calmer. Mais ses jappements aigus brisaient le silence, habituel de notre abri. Monsieur Lévy a attrapé une seringue dans sa mallette et s'est jeté sur lui. Il a planté l'aiguille dans sa fourrure et Roxy s'est immobilisée, pendant comme un pantin entre les bras de Salomé. « Tu l'as tué, papa! Tu l'as tué !» a sangloté Salomé. Je ne l'ai pas tué, je l'ai juste endormi. Ne t'inquiète pas, ce soir, il sera sur pied. Mais le soir, Roxy était dans le même état. Sa petite langue rose sortait de sa gueule et son corps se soulevait faiblement. Malgré la chaleur, Salomé s'était allongée contre lui. Elle lui parlait à l'oreille, lui murmurait de revenir. Elle a passé la nuit à le veiller. Personne ne dormait. Le chagrin de Salomé prenait toute la place. Le lendemain, Roxy ne respirait plus. Son corps était tout raide. Salomé s'est jetée sur Monsieur Lévy. Elle l'a frappé avec ses poings, l'a secoué de toutes ses forces. Il s'est laissé faire sans bouger, les yeux brillants. Puis, épuisée, elle a fini par poser sa tête contre la poitrine de son père et a pleuré. « Ce n'est pas ton père qui a tué Roxy !» a dit Sacha. « C'est la guerre. » La guerre où son père, Salomé, s'en fichait. Elle restait toute la journée, le nez plongé dans le cou de son petit chien. La nuit commençait à tomber et on a allumé les bougies. Par la lucarne, dans notre seul petit coin de ciel, on apercevait les étoiles. Chaque soir, on les comptait. Avec la chaleur, on ne peut pas garder le chien, a chuchoté Monsieur Lévy en fixant la petite fenêtre. Nous avons compris le message. C'était peut-être cruel, mais il n'y avait pas d'autre solution. La guerre détruisait les vivants et aussi les morts. Salomé ne disait plus rien. Je me suis couchée près d'elle pour caresser ses cheveux. Elle sanglotait et je me demandais comment un corps aussi frêle pouvait contenir autant de larmes. Allongée sur le plancher du grenier, j'ai pensé à ma vie avant la guerre. J'avais des amis, de quoi manger, boire et je pouvais me laver. Dans la rue, les voisins me saluaient, mes parents recevaient à dîner, mon père avait du travail, je faisais mes devoirs. Tout me semblait si normal. Est-ce que je savourais ma chance à cette époque-là ? Et puis, on a commencé à m'appeler le juif. Dans la cour de l'école, on me jetait ce mot à la figure, comme une insulte. Ma religion était devenue un crime. Mes parents ont été obligés de se présenter à la mairie et nous a inscrits tous les 3 comme juifs. Nous devions signaler tout changement d'adresse, comme si nous appartenions à la ville, comme si nous n'étions plus des gens avec des sentiments, mais des objets. Nos cœurs s'étaient brisés de l'intérieur. Ensuite, on nous a forcés à porter l'étoile jaune. Au lieu d'être fiers d'être juifs, maintenant, nous en avions honte, à cause des regards des autres, qui nous salissaient. Quand je me regardais dans la glace, je n'étais plus Gabriel, j'étais juif. Plus je réfléchissais, plus la colère montait en moi. À mes côtés, Salomé avait fini par s'endormir. Épuisée, à force de pleurer,
J'ai regardé son visage, tout fripé par le chagrin, son nez gonflé par les larmes. Et j'ai pris une décision. J'ai touché son bras et elle a sursauté. Elle m'a fixé de ses yeux vides. Salomé, il faut sortir d'ici. Salomé a retrouvé ses esprits. T'es devenu fou? Pourquoi? Oui, dehors, on peut mourir. Mais dedans, sans eau, sans nourriture, on va devenir quoi? Salomé a acquiescé. J'ai ajouté. Et puis Rouxy a le droit d'être enterré dignement. Tu ne crois pas? Sans attendre sa réponse, j'ai attrapé le petit chien tout raide et je l'ai placé dans le sac en tissu de Madame Evia. Dès que j'ai aperçu les escaliers de l'immeuble, j'ai eu une sensation de liberté. L'air sentait bon, la liberté sentait bon. Attends-moi ici, ai-je dit à Salomé en lui tendant le sac. J'ai fait tourner dans la serrure la clé de mon appartement. Une foule de souvenirs m'est revenue tout d'un coup. Je me suis précipitée sur le robinet et j'ai bu longtemps sans pouvoir m'arrêter. J'ai passé de l'eau sur mes bras et sur mon visage. J'avais oublié que c'était aussi bon de se laver. Sous mon lit, j'ai attrapé un petit paquet rond et j'ai rejoint Salomé. Je lui ai tendu l'eau qu'elle a avalée d'une traite. Puis je lui ai donné mon cadeau. Elle a déplié le papier et a découvert le collier de cuir rouge que j'avais fabriqué pour Rouxy. Elle a pleuré. Elle a ri. Elle m'a serré contre elle. Je l'ai embrassée et j'ai eu dans la bouche le goût de ses larmes. Ensuite, j'ai pris sa main et l'ai entraînée vers la sortie. La rue était déserte. Il était 3 heures du matin. Et à cette heure-là, même les monstres dorment. Et puis, depuis quelques jours, les cavalcades avaient cessé comme si la Gestapo n'avait plus un seul juif à se mettre sous la dent. Pourtant, nous étions là, nous, juifs en vie. Nous avons pris la direction du jardin public. Je ne sais pas ce que j'avais imaginé, mais j'ai été étonnée de voir que les cygnes, les canards et les oies étaient toujours vivants. Pendant la guerre, il valait donc mieux être un canard qu'un juif. Salomé s'est jetée dans l'herbe. Elle a enfoui son nez dedans. Je me suis roulée avec elle sur les petits tas de mousse. L'odeur des fleurs et de l'herbe fraîche remplissait mon nez. J'ai ôté mes chaussures et j'ai plongé dans la rivière, tout habillée, et j'ai éclaboussé Salomé qui s'est mise à rire aux éclats. Elle a serré un arbre dans ses bras, l'a embrassé et a sauté dans l'eau. Je n'avais jamais été aussi heureux. J'en étais sûre maintenant. Avant la guerre, je ne savais pas ce qu'était la vie. Nous avons trouvé un endroit pour enterrer Rouxy, sous un sol pleureur. Salomé a creusé un trou avec ses mains. Elle a mis le collier rouge autour de son cou, l'a embrassé une dernière fois et l'a posé dans la terre. Je l'ai aidée à refermer la petite tombe improvisée. Et j'ai ramassé une fleur que j'ai posée dessus. Puis nous sommes passés devant les balançoires. J'y venais souvent quand j'étais petit. Maintenant, il y avait une horrible pancarte juste devant, avec écrit « Interdit aux enfants juifs ». Les larmes me montaient aux yeux. J'ai attrapé Salomé par la main et l'ai entraînée. Elle est montée sur la balançoire et je l'ai poussée très haut jusqu'au ciel. C'était notre revanche. Nous savions tous les deux que cette nuit ne pouvait pas durer éternellement, qu'il fallait rejoindre nos familles. J'ai cueilli des tulipes pour ma mère et nous avons pris le chemin du retour.
La fenêtre du 2e étage de notre immeuble était allumée. C'est là qu'habitait le voisin qui me faisait peur. Debout sur le trottoir, nous nous sommes figés, n'osant plus faire le moindre bruit. Et puis la porte de notre immeuble s'est ouverte. Et j'ai senti les couleurs quitter mes joues. L'homme nous fixait de ses petits yeux gris. Je me doutais que vous étiez encore là. Sa voix était douce comparée à ses yeux. Il a dû remarquer nos visages blancs, parce qu'il a ajouté. Je ne dirai rien, je ne suis pas un collabo, moi. Puis, il nous a fait signe d'entrer dans l'immeuble, et il a disparu en silence dans son appartement. En haut, nos familles nous attendaient. J'ai été frappée par leur regard creux, par leur visage transparent. Ils m'ont fait penser à des squelettes et mon cœur s'est serré. L'odeur du grenier m'a pris à la gorge, m'a soulevé le cœur. C'était un mélange de transpiration et de tout ce que rejetaient nos corps dans l'horrible petit réduit. Nos parents se sont jetés dans nos bras. Dans les yeux de mon père, j'ai lu de la colère et du soulagement. La fierté aussi. Il m'a serré contre lui. Notre escapade nocturne avait fait réfléchir nos parents. Durant notre absence, ils avaient décidé que nous quitterions le grenier. En restant là, pour survivre, nous risquions tout simplement de mourir. Sans compter que le voisin du 2e en savait beaucoup trop. À mi-voix, nous avons chanté jusqu'au lever du jour. Puis mon père est sorti. Il connaissait quelqu'un dans la résistance. Et il lui demanderait de l'aide. Il a quitté le grenier en nous faisant de petits signes timides de la main, comme s'il partait pour la lune. Et mon père est rentré avant la nuit avec 2 bonnes nouvelles. Il avait trouvé un passeur qui nous aiderait à rejoindre la zone libre en échange de tous nos bijoux. La nuit suivante, nous avons quitté le grenier. Malgré la peur, nous étions heureux. Le passeur habitait à 3 rues de chez nous. Comme un cortège d'ombre, nous nous sommes faufilés jusqu'à sa maison. Il nous a servi une soupe et du fromage et nous a cachés dans sa cave en attendant la nuit prochaine. Nous étions les rois du monde. Le lendemain soir, nous avons rejoint à pied une ferme située à 2 km. Un fermier et sa femme nous ont accueillis. Nous avons dormi dans le foin avec les vaches, bu du lait frais et marché dans les champs. J'ai regardé le ventre de maman s'arrondir peu à peu et j'ai pensé que le bébé ne devait jamais connaître ce que j'avais connu. Je me battrai pour qu'il ne devienne jamais un sale juif arrivé de la surface de la terre. Un matin, un homme est venu nous chercher dans sa camionnette. Le voyage a duré 3 jours. 3 jours serrés comme des sardines dans une boîte. Mais nous savions qu'au bout, il y avait la liberté. C'est difficile de dire ce que j'ai ressenti en sortant de la camionnette. En dépliant mon grand corps encombrant, j'ai senti que j'avais grandi. Je me suis senti puissant et fort. Je voulais dévorer la vie, profiter de chaque instant, comme s'il était le dernier. Je voulais que tous les baisers de Salomé soient pour moi. Je voulais voyager et découvrir le monde. La guerre avait ouvert mon appétit. Au lieu de me détruire, elle m'avait montré le chemin. Elle m'avait ouvert la voie. Elle avait fait pousser des ailes dans mon cœur. Quatre ans plus tard.
La guerre est finie, depuis un peu plus d'1 an. Hitler a perdu et il est mort. Nous avons retrouvé notre liberté, notre dignité et notre fierté. Grâce au général de Gaulle et à tous les résistants qui se sont battus. Grâce aux soldats américains qui ont débarqué en Normandie et ont fait fuir définitivement l'armée allemande de notre pays. Pendant 3 ans, nous avons dû continuer à nous cacher. Nous avons connu d'autres greniers et d'autres granges. Des gens nous ont aidés, certains risquant leur vie pour nous. Nous avons appris que Madame Ivia avait été arrêtée par la Gestapo et déportée. Elle est morte à Ravensbrück en mars 1944. Nous n'oublierons jamais ce qu'elle a fait pour nous. Ses fils sont rentrés de la guerre, blessés mais vivants. Mes parents ont tenu à les rencontrer. Ensemble, ils ont parlé de son courage. Ses fils étaient heureux d'apprendre ce qu'elle avait fait. Ils étaient fiers de leur mère. Nous avons appris que des millions de Juifs étaient morts dans des camps de concentration. Sacha avait raison. Des familles entières étaient parquées dans des trains et emmenées en Allemagne et en Pologne. Beaucoup mouraient pendant le transport. Les autres étaient exterminés sur place. Les parents et le petit frère de Sacha ne sont jamais revenus. Aujourd'hui, Sacha vit avec nous. C'est comme mon grand frère. Les mots sont trop petits pour dire toute cette horreur. Et ma tête est trop étroite pour tout comprendre. C'est pour ça qu'entre nous, on n'en parle plus. Mon frère, Isaac, est né en 1943. Aujourd'hui, il a 3 ans. C'est un petit bonhomme plein de vie. Il aime ses parents, ses grands frères, le chocolat et l'odeur du cuir. Avec Salomé, on se voit tous les jours. On s'est promis de se marier et d'avoir des tonnes d'enfants juifs. Et un chien aussi, qu'on appellera Rouxi.